Bienvenue dans l'épisode 5 du podcast où on se rencontre, mais surtout on se raconte. Aujourd'hui, vous allez retrouver Monsieur Mohamed Hadi, autrement appelé le spécialiste de l'appel de l'offre. En te souhaitant un très bon visionnage, n'hésite pas à liker, à commenter et à surtout partager. Sans plus attendre. Si tu veux, y a pas de problème. Je suis là, qui n'a pas d'alternance. Et pour les interviews, vous avez besoin de... Il a envie de rigoler, il avait pas envie de rigoler. Et en fait, parce que je ça. Donc aujourd'hui, on est avec Mohamed. Donc Mohamed, si tu pourrais te présenter un peu ton parcours, ton origine, qui es-tu, d'où tu viens? Alors, Mohamed, mon parcours depuis les études, c'est ça? Depuis l'enfance. Depuis D'où tu viens? depuis l'enfance. Alors, je viens de Firminy-Vert, boulevard de la Corniche. Donc, enfance, voilà, dans un quartier où on sortait pas beaucoup de notre quartier, en fait. Hein. Quand on était petit, on était le coiffeur, le médecin, le supermarché, tout était au même endroit. Donc, une enfance avec de très bons souvenirs. Ok. Ouais. Au milieu des bois. Et la chance qu'on avait à Firminy-Vert, c'est que c'est un quartier où il n'y a pas que du béton. Justement, c'est Firminy-Vert, donc il y a beaucoup d'espace, les bois à côté, beaucoup de matchs de foot avec les copains, voilà, toutes ces choses-là. Bac ES, et ensuite l'IUP Management, ce qui s'appelait l'IUP Management à l'époque, qui est devenu l'IAE de Saint-Étienne. D'accord. Complété avec un DESS de marketing quantitatif, j'aime bien le dire parce que ça fait bien marketing quantitatif. DESS, c'est un Master 2 en fait. D'accord. Master 2 en marketing, plutôt orienté études de marché. Donc, tu as fait un master en marketing parce que c'est ça que t'aimais. Et pourquoi t'aimais ça? Enfin, je pense. Ce que j'aimais, le problème, c'est qu'arrivé au bac, on se dit maintenant, il faut faire un choix. Donc, je m'étais renseigné auprès de certains profs. On m'a dit la classe prépa, c'est 2 ans sans vivre. Donc, j'ai dit, je mets une croix dessus. Alors que, voilà, peut-être qu'on avait la possibilité de le faire. Et on m'a parlé de l'IUP Management en disant, voilà, c'est un bon parcours. Donc, on t'annonce un salaire à la sortie qui est plutôt intéressant. Le contenu des cours avait l'air bien. Donc, allez, en avant gagnant. Bon, c'est vrai que la principale difficulté, c'est qu'au départ, on ne sait pas trop où on se lance. Donc, ensuite, l'IUP, c'est une formation qui était plutôt généraliste. Et dans toutes les disciplines de gestion, j'avais un peu plus d'intérêt pour le marketing. Et pareil, j'avais un prof qui m'a dit, il y a à Grenoble ce qu'on appelle le Cantier, donc le DSS marketing de Grenoble, qui était plutôt bien coté, où je pouvais compléter les connaissances acquises au cours des premières années en cours. Et donc, c'est pour ça que je me suis dirigé là-dessus. Voilà, moi, le marketing, ce qui me plaisait, c'est de me dire, tiens, c'est de créer quelque chose, de mettre en relation un besoin avec... d'être la solution à un besoin. Ok. Voilà, c'est surtout là-dessus au départ la raison pour laquelle je me suis dirigé. Et donc là, tu évoques Grenoble. Oui. Et le master 2, tu l'as fait à Saint-Étienne? Non, à Grenoble. À Grenoble. En fait, à l'époque, on allait jusqu'en maîtrise, donc en master 1. Ok. Et la spécialisation, elle se faisait sur un master 2. Donc master 1 Saint-Étienne, master 2 Grenoble. C'est ça. Et par la suite, qu'est-ce qui se passe? Et par la suite, qu'est-ce qui se passe? Un peu la galère de trouver le premier job. C'est vrai? Ouais, compliqué, période compliquée. Pourquoi? Parce que je sais pas, soit pas les codes. Ok. Soit alors tu sors avec un master en marketing, je pense que c'est encore pire aujourd'hui parce qu'il y a plein de formations en master. Je pense qu'on était très nombreux en concurrence, mais tu passes du temps à postuler, et puis t'as pas de retour. D'accord. Et je me souviens à l'époque notamment avoir postulé aussi par exemple chez Decathlon pour un poste de chef de rayon. Quand tu pratiques du sport depuis tout petit, que tu as quand même un master en marketing, tu te dis, tiens, j'ai même là-dessus, j'ai pas de retour. Donc, difficile. Période un peu difficile. Et tu te demandes pourquoi. Et tu te demandes pourquoi. Tu te dis, tu penses avoir des qualités, tu penses avoir quelque chose à apporter à une entreprise. Et au final, tout ce que tu envoies, t'as pas de retour. Est-ce que tu as eu des entretiens? Très rare. Très rare. Ouais, c'était très rare. Rien qu'au niveau du CV, l'envoi du CV et de la lettre de motivation, ça. Alors peut-être que mes lettres de motivation n'étaient pas. Et aujourd'hui, qualitatives. donc ça c'était en quelle année? On est en 2004. Donc 2004, aujourd'hui on est en 2025. Et plus de 20 ans après, moi je suis dans le même cas. Je suis en master 1 management de la santé, donc à l'IA de Saint-Étienne. Et je suis toujours en recherche d'alternance. Et donc j'ai pas eu l'occasion de faire des entretiens.
Et donc, en fait, je suis dans le même cas que Mohamed, mais 20 ans après. Et t'envoies ton CV, J'envoie mon CV, mais tu réponds à des offres, tu fais des candidatures Tout à fait. Je fais tout de A à Z. Les profs m'envoient certaines offres, donc je réponds, je postule, mais il n'y a pas de retour. Donc, je me demande aussi pourquoi il n'y a pas de retour. Mais voilà, c'est la vie. Et à côté, on fait des podcasts. Donc c'est bien. un mal pour un bien. Voilà. Et donc tu postules chez Decathlon. Enfin, je postule moi, tous les matins, je me réveille, Ouais. je regarde les sites internet, j'envoie des candidatures, et à 9h30 du matin, ta journée est terminée. Bah Tu dis, oui. bon, j'ai fait ce qu'il fallait. Alors là aussi, là où je te dis, peut-être que j'avais pas les codes, c'est que pas forcément de réseau, pas forcément de capacité d'aller au-delà de répondre à des offres. D'accord. Peut-être aussi qu'à l'époque là, j'ai pas la même réflexion sur comment faire. Donc voilà, avec du recul aujourd'hui, je me dis que j'aurais dû faire les choses autrement, j'aurais dû tenter d'autres choses. Ok. Mais à cette époque-là, étant donné le parcours d'avant, j'avais aucune réflexion là-dessus, aucune ouverture sur ce qui se faisait. C'est ce qui est un peu dommage. Bien sûr. Et comment t'es sorti de cette situation? Comment je suis sorti? J'ai ma cousine qui était en stage dans une structure et elle a appris qu'ils cherchaient quelqu'un sur Lyon sur un poste de chargé de mission en création d'entreprise. Ok. Et donc, en fait, c'est là qu'on se rend compte que le réseau et la recommandation aident. Donc, j'ai intégré une boutique de gestion où je faisais du conseil en création d'entreprise. D'accord. Et donc ton rôle, c'était d'accompagner les entrepreneurs. Voilà, de recevoir ces personnes-là. En fait, on faisait des évaluations préalables à la création d'entreprise. On les recevait, on évaluait le projet pour pouvoir faire un rapport auprès de Pôle emploi pour dire si le projet était viable ou pas. Enfin, Ok. ça allait au-delà de ça. On les redirigeait vers les structures de financement, par exemple. Puis on faisait un petit dossier de base, un petit business plan avec. On leur expliquait ce qu'était un provisionnel, comment faire une étude de marché. On les amenait à préciser en fait leur projet. Et donc, tu restes dans cette entreprise pendant 2 ans? 1 an. 1 an? 1 an. Un peu difficile à cette époque-là parce que je travaillais seul dans un bureau. C'était un peu difficile. Le salaire était très loin des standards qu'on m'avait promis. C'est vrai? Ah ouais. Parce que à la suite d'un Master 2, en général, on s'attend à combien? Je sais pas, les écoles, elles annoncent entre 30 et 36 000, c'est ça, non, à peu près? Ah bah ouais, à peu près. Ouais. Et donc par mois, ça Voilà. revient à Ça combien? revient à du 2000 net, 2000 net, minimum. ok. Et donc c'était pas le cas? Et oui, mais je pense que c'est pas la réalité de la majorité des personnes. Il y a peut-être des gens qui vont gagner dès la sortie de l'école, qui vont faire des super salaires. Je pense que c'est pas la réalité, même actuellement. Ah, c'est vrai. Je pense que c'est pas la réalité. Et je pense que il faut comprendre que dans la structure d'une entreprise, si je donne 3000 net à un salarié, qu'est-ce qu'il doit rapporter? Moi, je considère que quelqu'un qui veut gagner 3000 net, il faut qu'il ramène 9000 de chiffres. D'accord. C'est pas moi qui le dis, hein, j'aime bien appeler ça la réalité économique. Et donc, tu restes 1 an à Lyon. Ouais. Par la suite, tu changes d'emploi? Ouais, j'ai une opportunité en fait. Je postule et là où c'est bizarre, c'est que autant quand j'avais pas eu cette première expérience, mes candidatures ne faisaient pas mouche. Autant là, je postule à une offre qui est pas totalement en lien avec avec mon profil. Et là, je rencontre un patron qui me reçoit une première fois. C'était pour former des utilisateurs sur un logiciel de gestion. D'accord. Donc le gars me reçoit. En fait, c'est plus une discussion qu'un vrai entretien. Il me dit que mon profil l'intéresse. On se revoit une deuxième fois et là il me dit et combien vous voulez gagner? Alors super surpris, combien vous voulez gagner alors qu'il y a 2 ans que personne me répondait. Là le gars il me dit combien tu veux gagner? Donc je lui annonce un chiffre. Il griffonne, il me dit ok, mais d'abord on fait une période d'essai. Si vous passez cette période d'essai, vous avez ce chiffre-là. Et le chiffre c'était combien? C'est 30 000. 30 000 euros à 30 l'année. 000, ouais, 30 000 euros à l'année avec il y avait véhicule de fonction. Donc des avantages en C'était nature. une boîte en plus qui était pas très loin de chez moi, donc ça avantageait c'était plus pratique. Et donc j'ai compris après pourquoi mon profil l'intéressait, pourquoi il m'avait proposé ça. Et pourquoi? Parce qu'en fait, donc moi je rentre dans l'entreprise, je suis formé sur un logiciel de gestion et Ok. derrière je devais aller former les utilisateurs et ma première mission c'est à Reims. Donc je me retrouve tout seul à Reims face à des clients à qui je montre comment on utilise le logiciel. Donc forcément, Ouais. je le maîtrise pas très bien en plus le logiciel au départ. Et puis quand je lançais en fait le logiciel faisait des planning, factures et bulletins de paye pour les entreprises du service à la personne. Ok.
Et donc là, on fait des tests avec les données des clients, ça marche pas, il y a rien qui marche, c'est horrible. Il était à Reims à ce moment-là. Et je suis à Reims, je suis tout seul avec, c'était en 2006, donc 24 ans. Ok. Tu vois, t'es pas non plus, ça marche pas. Dès que j'ai un petit moment, j'envoie un mail au développeur, je dis je comprends pas, quand je clique là, j'ai une croix rouge, s'il y a rien qui marche, aidez-moi. Dans le midi, pareil, t'envoies des mails, le soir, il m'envoie des nouvelles versions, je réinstalle des versions. Et donc, à mon retour, je vois mon patron, il me dit alors comment c'est passé? Je dis, m'a envoyé au casse-pipe, en fait. Chaque fois que je clique, ça marche pas. Il me dit, mais pourquoi vous pensez que je vous ai choisi, vous? Et c'est vrai que la question, tu te la poses pas. Ouais. Quand on te refuse, tu te poses la question, mais quand on t'accepte, tu dis pas pourquoi il m'a choisi moi. Ouais, c'est vrai. En fait, il m'a expliqué que le logiciel, ils avaient dû le lancer en avance pour des problèmes de trésorerie, donc pour faire rentrer de l'argent dans l'entreprise, que le logiciel n'était clairement pas prêt, mais qu'en m'envoyant moi, il avait la certitude que j'avais toujours trouvé une solution à tout. C'est vrai. Mm. Et Il m'a pourquoi? dit, vous sortez d'un quartier, vous êtes allé jusqu'au bac+5, donc vous êtes certainement quelqu'un qui en veut, vous êtes capable de trouver des... C'est quelqu'un qui était issu d'un quartier et qui m'a dit, je sais ce que c'est, donc toute votre vie, vous avez dû résoudre des problèmes. Alors attention, quand je dis résoudre des problèmes, il y a rien de grave dans ce qu'on fait, mais moi, il y a un truc que j'aime bien raconter à mes enfants, de leur dire, quand on était petits, qu'on voulait jouer au foot, il fallait trouver un ballon. Il n'y avait pas de terrain, il n'y avait pas de city-stade. Hein. Donc, trouver un ballon, trouver un espace assez plat globalement pour pouvoir jouer au foot. Il n'y avait pas de cage, donc mettre des pulls. Le ballon, très souvent, n'était pas gonflé. Donc, il fallait trouver comment gonfler le ballon. Pour gonfler le ballon, il fallait une pompe. Donc, il fallait trouver une pompe. Pour pouvoir utiliser la pompe, il fallait trouver une aiguille. Donc, avant de jouer au foot, en fait, il fallait faire tout un tas de choses qui nous amenaient à enfin profiter. Et je pense que, alors, je parle de l'exemple du foot, mais il y a plein de choses qui font que une des compétences que j'ai développées et que je pense développent des personnes qui ont eu le même genre d'aventure que moi, c'est la capacité à se débrouiller, la capacité à toujours réfléchir en privilégiant des solutions plutôt que de s'alarmer sur des problèmes. Ok. Et donc, il t'envoie au casse-pipe à Reims. Ouais. Tu reviens. Je reviens, donc après le logiciel évolue. J'ai tenu 3 ans et demi dans cette entreprise. Donc, tu as quand même signé pour eux. Ouais, non, mais j'étais bien dans l'entreprise. Et ça s'est bien passé? C'est bien passé. J'étais une semaine sur 2 quasiment, j'étais en déplacement, ce qui à cet âge-là est génial. Bien sûr, ouais. Voilà, de se balader, faire le tour de France, rencontrer des gens. Bon, comme je dis, t'as un métier où t'es content d'aller au boulot. T'es en chemise, à la fin de la journée, t'es pas sale, t'es pas ultra fatigué, t'as rencontré des gens, t'as expliqué, voilà, t'es content de faire ce genre de métier par rapport aux métiers qu'ont pu pratiquer des amis ou les parents. Tu dis, c'est génial, moi j'étais content d'être dans cette entreprise. Et donc ta mission principale, c'était de former des personnes à utiliser un logiciel. D'accord. Et derrière de les assister. Alors, et le problème, c'est qu'au bout de 3 ans et demi, on faisait beaucoup plus d'assistance que de formation. Ok. Et puis voilà, il n'y avait pas forcément de perspective. Donc, on s'est mis d'accord pour faire une rupture conventionnelle à ce moment-là, parce qu'il n'y avait pas forcément d'intérêt à continuer. Et puis moi, je me sentais un peu démotivé. Donc à ce moment-là, on est en quelle année? On est fin 2010. Fin 2010, et là, j'ai l'idée de racheter un resto en fait à Saint-Étienne. D'accord. Avec un concept qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à chaque table, il y avait un ordinateur avec écran tactile pour passer les commandes. Comme un peu au restaurant chinois. Comme ça se fait au restaurant japonais là, qui est à Saint-Étienne, comme ça se fait dans plein de restaurants à Paris. Et c'est un échec monumental. Cuisant, ouais. C'est vrai? Ouais. Et donc, tu as lancé ce projet? Ah, mais j'ai acheté un resto. Il était où? On l'a exploité. Il était vers la plage Chavanel. D'accord. Comment il s'appelait? Pinpit, parce que l'idée c'était qu'à travers l'écran, tu pouvais personnaliser ce que tu commandais. Ok. On avait observé aussi que ça permettait d'augmenter le panier moyen, enfin tout ce qui fait qu'aujourd'hui McDo est passé sur des bornes de commande et que tout le monde y passe. Et donc je pense que l'emplacement était pas bon. On s'est fait cambrioler le week-end après l'ouverture. Oh. Ouais. Et donc t'as perdu beaucoup de choses? Ouais, perdu, parce qu'en plus derrière t'as l'assureur qui dit ouais mais attendez, le local il est censé mesurer tant. Au final, il mesure un peu plus, donc on ne vous rembourse pas la totalité. Dégâts des eaux, enfin, toutes les choses elles sont accumulées. Voilà. Ça s'est accumulé. Donc voilà, perdu de l'argent, se retrouver avec une interdiction de gestion. T'avais investi combien pour
pour ce restaurant? En perso, je devais avoir mis entre 20 et 25 000 euros. Ouais. Et donc tout ça, ça Tout part à ça, la poubelle. voilà, c'est parti à la poubelle. Encore une fois, psychologiquement, après, c'est compliqué parce que Bien tu sûr. te retrouves confronté à un échec, que tu reçois les courriers du mandataire judiciaire, que ces gens-là, en plus, en termes de bienveillance, Ouais. putain, c'est horrible. C'est vrai? Ah ouais, c'est horrible. Il te mettait la pression? Mais la pression, oui, mais toi, moi, j'avais juste envie de lui dire, écoutez, faites ce que vous avez à faire, prenez ce que vous avez à faire, soldez le truc, laissez-moi tranquille. Et que bah, ça dure. Donc après, interdiction de gestion, ce qui fait que derrière, je pouvais plus monter une entreprise. Pendant combien de temps? C'est 5 ans? 5 ans, ouais. Ok. Mais donc le restaurant, quand tu l'ouvres, Oui. il est ouvert pendant un laps de temps ou pas du tout? Ah, on a ouvert, on a fait donc le premier week-end. Derrière, le problème, c'est qu'il faut réacheter du matériel, machin. On l'a exploité pendant 6 mois, je crois. Ok. Mais en ça fait, marche. l'accumulation a fait qu'à un moment, j'ai plus. Ouais. Voilà. Comme un burn-out, un peu? Je pense que ça ressemble à ce qu'on appelle un burn-out. Ouais. Ok. Et comment t'as fait pour Et surmonter ça? après, tu dis, bon, stop, on s'arrête là, donc faut régler tout ça. Et je dis, maintenant, il faut repartir de zéro. Moi, je voulais être indépendant. Donc, je commence à proposer mes services comme formateur indépendant pour bosser notamment dans des écoles, Ok. niveau BTS. Je bosse. Et en fait, ce qui est marrant, c'est de remonter le fil. Quand j'ai accepté la proposition avec l'éditeur de logiciels Ok. en 2006, j'ai fait une formation pour un organisme de formation à Saint-Étienne. Ils cherchaient un formateur sur la thématique la gestion des clients difficiles. D'accord. Bien, tu vois, avant de faire la vidéo, on parlait de certaines choses et tu verras que le lien il va se faire. Donc moi, j'hésitais entre cette offre d'emploi avec l'éditeur logiciel et puis être formateur indépendant et intervenir pour des organismes de formation. Ok. Donc j'accepte cette mission, s'affirmer face à des clients difficiles, ça s'appelait la formation. Formation que je connaissais absolument pas. Par contre, j'ai bûché pendant un week-end complet à faire un support, tu vois, vraiment me renseigner, etc. Je fais cette formation et les clients m'appellent en disant c'est génial, tout le monde est content. Alors ils avaient déjà fait faire cette formation, Bien sûr. elle s'était mal passée. Ok. Et donc là, l'enjeu était énorme pour eux. Et ils me l'ont confié et j'ai réussi à le faire. Donc ils me disent, écoutez, nous on cherche des formateurs indépendants. Vous signez avec nous, on vous amène, je crois que c'était 80 jours de formation par an. On vous garantit 80 jours de formation par an. Derrière, à vous de trouver les autres. Donc j'hésitais entre être formateur indépendant et l'éditeur logiciel. Et quand je lui ai annoncé le salaire et qu'il a dit OK, je dis bon, il faut que j'aille de ce côté-là. Et donc, revenu en 2011-2012, je fais des cours dans des écoles, tu vois, j'essaie de me remettre. 2013. Donc quelle école? Il y avait IFC et je travaillais pour des organismes de formation aussi À Saint-Étienne. À Saint-Étienne et des organismes nationaux qui cherchaient des formateurs de temps en temps localement. Et donc tu les formais? Je formais sur du marketing, sur de la bureautique, Ok. Et je rencontre en 2013 la personne qui m'avait fait passer l'entretien en 2006, donc d'un organisme de formation. Il montait des sections BTS. Et là, je rentre, je la vois, je dis, vous me reconnaissez? Elle me dit, oui, je me souviens. Et donc, on discute. Et elle me dit, je me souviens bien de vous. On avait bien vu que vous connaissiez pas le sujet de la formation, mais je sais pas, vous avez dégagé une telle envie qu'on vous avait confié la mission. Ok. Donc ces personnes-là montaient des BTS à l'époque, ils me recrutent comme formateur, et puis très vite ils me disent bon, on a quelque chose d'autre à vous proposer. Je dis ah bon? Ils me disent en fait notre organisme, on répond à des appels d'offres. Pour le moment, on n'a pas forcément le temps de trop répondre à des appels d'offres, mais on cherche quelqu'un qui va occuper un poste de réponse aux appels d'offres. Ok. Je dis, moi, j'y connais rien aux appels d'offres, mais c'est pas grave. Vous avez le profil, vous connaissez l'entreprise, vous connaissez le métier, vous avez en quelque sorte un côté commercial. On veut bien tester. Est-ce que ça vous dit? Moi, financièrement, à l'époque, j'avais besoin d'avoir une stabilité. Je venais de me marier. D'accord. Et donc, j'ai accepté ce poste-là. Et pendant 18 mois, j'ai tenu le poste de chargé de réponse aux appels d'offres. Et comment ça s'est passé? La première fois, compliqué. Parce que je sais pas si tu vois ce que c'est qu'un appel d'offres, mais en fait, j'avais une table, j'avais des documents partout. Ok. Voilà. Il fallait que je réponde à un besoin, que je comprenne quel document servait à quoi, que je comprenne un peu comment ça fonctionne. Et donc, 5 jours pour monter un dossier.
Et comme j'étais payé en partie à la commission, je me suis dit, bah, il faut que, pour pouvoir répondre plus souvent, il faut que je trouve un process pour aller plus vite. Donc après, tout l'intérêt, c'était de optimiser le process de réponse. Et au bout de 18 mois, au lieu de passer 5 jours, on y passait 4-5 heures. Ok. Parce qu'en fait, c'était des modèles que je réutilisais à chaque fois, j'avais capitalisé. Et puis, on ne répondait plus à tous les marchés. On répondait qu'à certains types de marchés parce qu'on savait qu'on allait être bien positionné. Et donc, tu restes 18 mois 18 mois, ouais. et ensuite Et ensuite, bah, un désaccord avec mon patron. Avec le patron. Donc, je quitte là. Alors, juste avant, on a justement une entreprise qui cherchait à répondre aux appels d'offres, qui cherchait une formation. Et cette formation, il n'arrivait pas à trouver. Donc, mon patron me dit, bah, tu vas aller former cette entreprise. C'était au Chambon-sur-Lignon. Je monte dans cette entreprise, je fais 2 jours de formation où je leur explique comment moi je réponds. Donc, je leur mets à disposition mes modèles. Voilà, on fait un cas pratique. Et 2 mois après la formation, le patron m'appelle pour me remercier. Et vous voyez, le cas pratique qu'on a fait pendant la formation, on voulait pas l'envoyer, finalement on l'a envoyé et on a gagné le marché. Ok. Et donc là, à la sortie, je me dis, bon, bah, il y a certainement d'autres entreprises qui veulent répondre aux appels d'offres. Honnêtement, je voulais plus entendre parler des appels d'offres. Parce que 18 mois à faire que ça, j'étais un peu écœuré. Mais dans mon réseau perso, alors, l'idée c'est que je voulais redevenir indépendant. Dans mon réseau perso, quand je parle des appels d'offres, je me rends compte qu'il y a des gens qui me disent ouais, mais j'ai besoin d'aide. Donc je commence à accompagner quelques entreprises et en plus on commence à gagner des marchés. Donc Tu les accompagnes en tant qu'indépendant? En tant qu'indépendant, ouais. Ok. Sauf que j'étais toujours sur le coup de l'interdiction de gestion, donc je suis passé par une coopérative d'activité pour avoir un statut pour pouvoir facturer ces accompagnements. D'accord. Je continue avec ça, j'ai pas un volume d'activité qui est énorme. Donc à côté de ça, je continue à donner des cours dans des écoles, voilà, à faire de la sous-traitance. Ça se passe tant bien que mal de 2015 à 2020. Et 2020 arrive le Covid. Voilà. Et donc au Covid, tous les collègues que j'ai au téléphone me disent je suis bien, je suis salarié, mon salaire il tombe, je suis à la maison. Ouais. Et toi, tu te retrouves face à ton ordinateur et tu te dis, le monde vient de s'arrêter de tourner, chose que personne n'anticipe. T'as pas de revenus stables, qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, comme je te disais tout à l'heure, en fait, tu es toujours dans une optique de ne pas te dire j'ai un problème, c'est difficile. C'est aller où la solution? Et donc, je me forme en marketing digital. Je trouve un gars qui dit pas trop de bêtises sur YouTube. Je me dis, tiens, c'est intéressant son approche. Son nom, c'est Bertrand Millet, il s'appelle. Ok. Il vend des formations et dans les formations, il vend un accompagnement. Donc, je suis la formation, tu vois, les vidéos, je les regarde, je les re-regarde. À chaque fois, je me dis, tiens, j'ai loupé un truc. Je retravaille mon discours. Et dans la formation, il y avait des séances de coaching. Et donc, au premier coaching, je l'ai en face à face, en visio. Il me demande de lui présenter le truc. Je lui explique. Et en 5 minutes, il me décortique le truc. Mais il me dit, toi, t'expliques aux gens qu'ils peuvent gagner de l'argent avec les appels d'offres. Mais c'est pas ça. S'ils répondent aux appels d'offres, c'est pour pérenniser leur entreprise. Et là, tu te sens con. Je me dis, ouais, mais pourquoi j'y ai pas pensé? Et en fait, le discours, tu l'adaptes. Donc pareil, j'ai un budget, tu fais attention à ton budget parce que justement c'est un peu dur, et là je mets 150 € sur de la pub Google. Ok, Google Ads. Google Ads. Je crée un compte Google Ads et je dis les gens sont tous chez eux, donc je vais organiser un webinaire. Je mets 150 €. J'ai 10 inscrits au webinaire, donc j'anime un webinaire, 10 inscrits, 6 participants, 3 ventes à 1 000 €. Et 3 ventes à 1 000 €. Les 150 € se transforment en 3 000 €. Et à partir de là, tu te dis, tiens, je tiens un truc qui est intéressant. Et donc, c'est à partir de là vraiment que j'ai développé mon activité, puisque j'avais un budget mensuel sur Google Ads, et avec un coefficient multiplicateur qui était globalement toujours le même, et donc qui m'a permis de développer l'activité. Et donc, sans Google Ads, tu n'aurais pas pu faire tout ça? Sans Google Ads, non, parce que Google Ads, l'avantage, c'est que ça te permet d'avoir des résultats immédiats. Ok. Donc, j'aurais pu rédiger des articles de blog, par exemple, et émailler mon site de façon à ce que les liens puissent permettre d'atterrir sur les pages de vente. Sauf qu'il aurait fallu compter 6 mois pour avoir... Et là, Google Ads, l'avantage, c'est que c'est quasiment immédiat. C'est très rapide. C'est très rapide. Et donc, tu fais le webinaire avec 6 personnes. Comment ça se passe? Le webinaire, c'est pareil, tu vois. J'avais cherché sur Internet des conseils en me disant comment on structure un webinaire. Je pense qu'à l'oral, je suis plutôt à l'aise.
je pense que c'est Ça se voit. là-dessus que ça m'aide, ouais. Et puis, quand tu as un sujet que tu maîtrises en plus, donc ça passe bien. Donc, je fais mon webinaire, je respecte toutes les étapes, tu vois. Je fais monter un peu la sauce, je parle j'avais des témoignages de clients, je parle de chiffres. Je donne, le webinaire, il s'appelle 5 astuces pour monter des dossiers gagnants en une demi-journée. Donc, j'explique comment on peut répondre à un appel d'offres en une demi-journée. Puis à la fin, je leur dis, voilà, tout ce que je vous ai expliqué, moi, je viens le mettre en place dans votre entreprise, voilà ce que ça coûte, etc. Et donc, ça passe. 3 clients. 3 clients à 1 000 euros. 3 clients à 1000 euros et dans les 1000 euros. Donc ça comprend. Qu'est-ce que ça comprend? Bah, ça comprend un accès à la formation. J'avais Donc tu avais créé une formation. Moi, j'avais créé une formation en ligne, donc accès à la formation, il y avait 3-4 heures d'accompagnement. Et c'est vrai que maintenant, on inclut dans les formations le fait qu'on répond à un appel d'offres ensemble, D'accord. ce qui n'était pas le cas à l'époque. Mais en plus de ça, on va au bout des choses et on répond à un appel d'offres ensemble. Et donc ça, tu fais ça pendant tout le Covid? Bah, je fais ça pendant le Covid, donc je me dis, tu sais, c'est un peu comme tu mets une pièce pour acheter une boisson, la boisson elle tombe, bah, tu dis, bah, je vais remettre une pièce, donc tu augmentes un peu ton budget, tu te rends compte que ça se passe plutôt bien, que ça continue. Donc après, les webinaires, je les faisais plus en direct, mais je les avais enregistrés. Ok. Parce que là aussi, sinon, ça te demande d'être constamment. Puis il faut avoir d'énergie sur un webinaire. Quand ça fait 10 fois que tu as répété le texte, C'est vrai que ça devient. naturellement, tu es beaucoup moins performant, donc tu es beaucoup moins impactant. Et donc voilà, j'ai un système d'acquisition qui fonctionnait bien. Et donc il y a eu combien de clients en tout? J'ai pas compté, mais en fait, après, donc j'ai quitté la coopérative, je suis passé en statut entrepreneur. Parce que les 5 ans, ils s'étaient écoulés. Ouais, parce Ok. que j'avais la possibilité de nouveau être indépendant. Je suis passé en statut entrepreneur. Je crois que je l'ai gardé 9 mois le statut et on dépassait le plafond de chiffre d'affaires. C'est vrai? Donc il a fallu que je bascule en société. Il a combien le plafond en tant que... Il était à 72 000. Ok. Donc, Donc 72 000 d'une activité chiffre où je gagnais 500 euros de temps en temps, bah là on a fait quasiment 70 000 euros en 9 mois. d'affaires. Ok. Et donc tu dépasses le budget. Bah, je Qu'est-ce que dépasse, tu dois donc faire, je passe en société Obligé. assez rapidement. Il faut passer en société. Donc Donc tu crées ton entreprise. je crée mon entreprise, je crée une SARL. Fallait réobtenir le numéro d'agrément formateur, puisque dans le domaine de la formation, c'est une obligation. Ok. Donc derrière, tu as 45 jours pour l'avoir, plus obtenir Calliope. Qu'est-ce que Calliope, c'est une certification qui permet à nos clients de ne pas payer les prestations qu'on propose. Mon webinaire continue de tourner et j'ai de la demande qui entre en me disant, bah, écoutez, patientez un petit peu. Je suis en train En de monter ma novembre, société. décembre, on va pouvoir lancer la Et formation. là, on est en quelle année? Là, on est 2020. Là, on est en 2000, toujours la même année. Donc 2020, ouais, Non, la création d'entreprise, c'est juillet 2021. Donc juillet 2021. Voilà. Donc tu crées ton entreprise et comment ça se passe? Et ben, alors l'avantage, c'est que j'avais le système d'acquisition qui tourne bien. Donc moi, je suis content parce que ça se passe plutôt bien. T'arrives à te sortir un salaire, ce qui est quand même l'objectif Bien sûr. au départ. Mais comme tout entrepreneur, tu dis, bon, bah, j'ai aujourd'hui une formation, j'ai un produit en fait, je vends qu'un seul produit. Mhm. Et il est où le risque? Le risque, c'est que tu ne peux pas être dépendant que d'un seul produit. On est dans un domaine où on est dépendant des financements publics. Et on sait très bien que les financements sont très variables. Donc, on commence à une réflexion à se dire, je ne peux pas proposer que de la formation. Faut que dans un domaine, soit je propose des formations dans d'autres domaines, Ok. soit je propose aussi dans ce domaine-là d'autres types de prestations. Pas que de la formation, mais de l'externalisation ou des choses de ce type. Donc, il y a une grosse réflexion. C'est aussi à cette époque-là que j'accueille mon premier stagiaire, qui derrière a été mon premier alternant. Ok. Et c'est bizarre parce qu'au départ, il te dit, ouais, mais c'est un stage en quoi? Il dit, c'est un stage en tout. Parce que tu es amené à tout lui faire faire. Tu as besoin d'avoir un second pour gagner du temps. Et donc, le développement se fait. On forme depuis environ une centaine de personnes par an. Ok. Sur Donc, la réponse aux c'est un bon appels d'offres. chiffre? C'est un bon chiffre, ouais, c'est un bon chiffre. Hein. Ok. Sur une formation, c'est quand même costaud. Donc aujourd'hui, ce qui est bien, c'est d'être reconnu comme un expert. Alors, j'aime pas trop le mot expert. Ça me fait penser à la série. NCIS? Non, Non. les experts à Manhattan, les experts à ouais. Miami. Non, je trouve ce mot un peu galvaudé, un peu surutilisé. Mais tu es reconnu comme quelqu'un qui est spécialiste dans un domaine. Ouais. Et donc, quand quelqu'un a besoin d'appel d'offres, c'est vrai que c'est agréable de dire, tiens, appel d'offres, c'est associé à ton nom. Et quand tu crées ton entreprise, t'es tout seul? Je suis tout seul, ouais. Ah, t'as pas d'aide? Ouais. Non, alors, moi, j'avais fait du conseil en création d'entreprise. Donc tu savais comment faire? Je savais comment faire. J'ai des bonnes connaissances de base, on va dire.
je sollicite un peu certains réseaux apparemment sur des financements, mais à un moment je dis stop parce que en fait, faut que tu aies une entreprise de tant d'années dans tel secteur, faut que toi tu aies moins de X années. Enfin, les trucs sont trop compliqués. Moi, j'ai envie d'avancer et de foncer, j'ai pas envie de devoir rentrer dans une case. Ah ouais, mais nous on finance pas ce type de projet, mais on finance. Bah, attendez, c'est trop compliqué votre histoire. Ok. Laissez-moi, ce qui est important, c'est d'avoir les clients et de pouvoir se lancer. Donc c'est pour ça que je dis, bon, allez, je me lance, au moins j'avance. Donc en juin, juillet 2021, tu te lances. Juillet 2021, donc le temps de faire toutes les démarches, les premiers clients, on les a en novembre quasiment. Ok, donc le projet est lancé, comment ça se passe? Le projet est lancé, ça se passe bien. Le nom. Le nom, alors, au départ, en 2015, quand je pars et qu'il faut donner un nom, je trouve Akonia. Akonia, c'est parce que dans la série Camelot, Ok. dans la 6e saison, le roi Arthur, il est à Rome, et la personne qui s'occupe de sa formation, elle s'appelle Akonia. Et je trouve que le nom sonne bien. Ok. Sauf que quand je crée la société, je me dis, je peux pas l'appeler Akonia, parce que Akonia, c'est une marque sur une activité, et que l'objectif, déjà, c'est de développer d'autres activités. D'accord. Donc, je dissocie Akonia, qui est une marque, mais qui est exploitée par une SARL qui s'appelle Méthode Action Performance. Ok. Parce que les formations que je propose, c'est des formations sur une méthode, c'est des formations pendant lesquelles on passe à l'action, et l'objectif, c'est d'atteindre certains indicateurs de performance. Et donc déjà, tu avais beaucoup de clients. Donc les clients que tu avais grâce à tous les webinaires, c'est ça? Ouais, les clients des webinaires, les clients après où tu as de la recommandation. Ok. Donc voilà, tu as quelque chose qui tourne bien. Pour quelqu'un qui est seul, alors je compte pas l'alternant, parce qu'en plus à l'époque on avait les aides où l'alternant te coûte quasiment rien. Mais pour quelqu'un qui est seul, tu as un roulement qui Donc va bien. Ouais. ça se passe bien? C'est satisfaisant, ouais, c'est satisfaisant. Bah, je continue à me balader un peu partout en France. C'est Alors vrai? j'apprécie un peu moins, parce qu'avec l'âge, tu apprécies moins, et puis quand tu as une vie de famille, c'est un peu plus compliqué. Ok. Mais tu formes des personnes sur toute la France, tu rencontres des gens. Là, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que dans mon métier, j'apprends autant que j'enseigne. C'est-à-dire que quand je suis avec un façadier qui m'explique comment on fait un ravalement de façade, bah, pour moi, c'est génial, j'apprends comment on fait un ravalement de façade. Quand tu es avec quelqu'un dans la sécurité qui t'explique les obligations d'une entreprise de sécurité, tu apprends en même temps. Ok. Et donc là, aujourd'hui, si tu pourrais dire à toute personne derrière la caméra, pour présenter un peu Akonia, imaginons qu'il y a une personne qui veut répondre à un appel d'offres. Oui. Qui es-tu et comment tu vas réussir à l'aider techniquement? Alors, en quelques mots, déjà, répondre à un appel d'offres, c'est un truc qui n'est pas si compliqué que ça a l'air. Alors, c'est vrai qu'il y a un jargon qui est spécifique, qu'il y a beaucoup de documents, on s'en fait des montagnes. Finalement, c'est pas si compliqué quand on sait ce qu'il faut faire, en fait. Donc, il y a un process que nous, on applique à chaque fois, qui est l'analyse des documents. On sait quelles sont les informations qu'on recherche dans quel document. On sait justement par rapport à ces informations comment on les traite derrière. Et puis surtout, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'intelligence artificielle, qui est un outil exceptionnel pour pouvoir à la fois analyser des documents et rédiger, c'est-à-dire les deux parties où on n'aime pas. Je connais pas grand monde qui aime lire des documents administratifs et je connais pas grand monde qui aime rédiger des mémoires. C'est vrai. Lui, tu es chef d'entreprise, Chef d'entreprise, donc avec des alternants. ouais. Donc, Il y a deux alternants aujourd'hui dans la ok, structure. d'accord. Leur mission, par J'ai une rapport à personne qui gère toute la partie relation client. d'accord. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un devis est signé, c'est l'accompagnement sur les demandes de prise en charge, planifier les actions de formation, s'assurer de la satisfaction, répondre à toutes les demandes, Ok. fidéliser également. Et puis j'ai une personne qui est sur de la production, donc qui monte les mémoires techniques, parce que justement, dans ce que tu disais, le premier levier de développement, c'était de dire aujourd'hui on fait de la formation appel d'offres, on propose maintenant de la prestation appel d'offres, c'est-à-dire qu'on peut gérer pour le compte de nos clients les dossiers de réponse. On a mis en place une boutique en ligne où on vend des exemples de réponses à appel d'offres. Ok. Et on est sur un projet de développement d'un logiciel de réponse aux appels d'offres. Ok. Donc, d'accord. Donc voilà. Akonia, c'est maintenant 4 sources potentielles de revenus. Et donc Dylan, qui est de l'autre alternant, s'occupe de monter les dossiers pour le compte de nos clients. Et il est en train d'évoluer en compétences pour devenir formateur appel d'offres. Puisque le volume de l'activité étant toujours croissant, on a besoin d'intégrer une personne en plus à l'entreprise. Et moi, aujourd'hui, je me gère de la gestion de l'entreprise, de la partie commerciale, et je suis encore sur la partie production, j'anime encore une grande partie des formations. Ok, tout à l'heure, on a parlé de réseau. Oui. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, tu penses que tu as un bon réseau? Tu es bien entouré? Alors, j'ai un meilleur réseau qu'il y a quelques années. Je pense que j'ai aujourd'hui un bon réseau de par les clients. On a 91% de satisfaction Ok. chez nos clients. 95% de nos clients disent qu'ils pourraient nous recommander.
J'ai rencontré, tu vois, à un moment aussi, moi j'ai toujours vécu Saint-Étienne et ses alentours, donc tu as le réseau que tu as développé par le travail, le réseau que tu as développé par l'école, le réseau que tu as développé par les activités annexes, notamment au niveau du foot. Donc oui, en termes de réseau, et puis voilà, tu accèdes à certains décideurs, donc tu sais qu'aujourd'hui, en cas de besoin, tu peux contacter un tel. Tu vois, et ce qui me plaît aussi, c'est d'avoir un réseau très varié, c'est-à-dire de l'artisan le jour où j'ai besoin de faire des travaux, à la personne qui peut te faciliter des choses sur des démarches administratives, par exemple. Ok. Donc, pour toute personne qui veut se créer un réseau, le conseil, Le qu'est-ce que ça conseil, le LinkedIn, c'est un outil exceptionnel. c'est vrai? Ouais, c'est vraiment un outil exceptionnel parce que ça facilite la mise en relation. Après, c'est de participer à des événements, c'est de rencontrer des gens, en fait. Et comment on sait quand il y a des événements? Comment on peut être au courant? Bah justement, LinkedIn te permet de faire de la veille, parce que la plupart des personnes, quand ils organisent un événement, ils vont communiquer dessus Ok. sur LinkedIn, sur Facebook, sur ces réseaux sociaux qui sont des réseaux numériques. Ce qu'il faut comprendre par contre, c'est que les réseaux numériques doivent te permettre de rencontrer les gens en physique. D'accord. Rencontrer des gens virtuellement, enfin, l'objectif du réseau, c'est la rencontre physique. Ou la rencontre par téléphone, ou la rencontre en visio. Mais c'est pas juste de dire, bah tiens, je mets des trucs et puis j'ai X milliers d'abonnés et je suis super content de ça. Non. Derrière, faut pouvoir rencontrer ces personnes-là, échanger avec elles en direct. Comment un peu tu pourrais expliquer le fait de créer un réseau par rapport à LinkedIn? Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment on pourrait faire pour toute personne? Par exemple, moi, aujourd'hui j'ai LinkedIn, mais je sais pas comment créer un réseau. Qu'est-ce que je devrais Alors, faire? ce qui Par est exemple, important, avec le podcast. bah, moi, tu dis que je poste beaucoup, je poste moins. Ces Ok. derniers temps, je poste moins. Mais je pense que je poste mieux. Il y a des trucs qu'il ne faut pas hésiter à faire. Déjà, un, c'est de passer à l'action. D'accord. Première des choses, c'est pas je me fais un calendrier où je dis bah tiens, il faudrait que je publie ça. Non, commence par publier. La deuxième des choses, c'est de se former. D'accord. La formation, c'est pas forcément je paye quelqu'un pour qu'il m'explique. C'est tiens, je passe un après-midi au lieu de scroller sur des sketchs sur TikTok ou je sais pas quoi. C'est de dire bah tiens, je vais aller voir des profils qui fonctionnent sur LinkedIn et j'analyse. Qu'est-ce qu'il met comme post, qu'est-ce qui est important, quels sont les posts qui fonctionnent le mieux, ceux qui fonctionnent le moins bien, etc. Et l'idée, donc, ça va être de générer des commentaires, de générer des partages, de générer ces choses-là. Et en fait, à partir de là, tu te dis, bon, bah, j'arrive avec un process. Le souci, comme dans beaucoup de domaines, c'est que tu as une personne qui va te conseiller de faire des posts longs, par exemple, et une autre qui va dire, non, non, ce qui marche sur LinkedIn, c'est des posts courts. Et toi, tu es au milieu, tu dis, bon, alors, je fais du long ou je fais du court. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut passer à l'action. C'est qu'il faut tester. Tu testes des choses. Tu testes les longs, tu testes les courts, tu laisses les longs, les courts, les longs, les courts. Et après, à partir de ta propre expérience, tu analyses, tu as toutes les stats. Hein. Voilà, ce qui fonctionne le mieux, c'est des posts qui font plus de trucs. Bah, derrière, tu as un chat GPT. Voilà, tu peux lui demander des idées. Alors, faut les reformuler parce qu'il faut quand même qu'on sente que derrière, c'est toi. Mais faut tester, faut reformuler, faut améliorer, prendre des belles photos. Belles photos, c'est important. Alors, c'est un budget aussi hein, de solliciter un photographe, mais je pense que ça vaut le coup. Et puis après, c'est de rentrer en relation avec les gens. LinkedIn, là où c'est incroyable, c'est que demain, tu as n'importe quel décideur que tu peux joindre, et si tu t'y prends bien, tu peux échanger avec cette personne. D'accord. Là où tu n'as pas forcément son numéro de téléphone ou autre, et donc via LinkedIn, via LinkedIn, on peut faire en tout cas beaucoup de choses. D'accord. On peut faire beaucoup de choses. Ok. Aujourd'hui, tu es entrepreneur, tu as créé Aconia, Mm. tu as créé ta marque, ta marque de fabrique. Est-ce que tu as eu des difficultés dans tout ça? Tous Des les jours. échecs? Mais tous les jours. C'est vrai? La difficulté, elle est là tous les jours. Mais bien sûr. C'est-à-dire? On te vend l'entrepreneuriat comme le monde merveilleux, mais c'est Comme la liberté? Ah, mais c'est très très loin d'être le monde merveilleux. Moi, j'étais en pépinière d'entreprise avant Ok. d'être dans ces locaux-là. Et donc les pépinières, elles sont faites pour les entreprises qui démarrent jusqu'à leurs 3 ans. C'était Saint-Étienne Métropole qui nous mettait à disposition des locaux à un loyer très avantageux, tu vois, ça c'est un super truc. Et tu vois passer des entrepreneurs, des gens qui arrivent à 10h du matin, qui partent à 16h, qui disent ouais, mais maintenant moi je suis indépendant, je gère mon temps comme je veux. Et du coup? Et au bout de 4-5 mois, C'est fini. tu le vois en train de déménager ses cartons, tu dis qu'est-ce que tu fais? Ben voilà, ça n'a pas marché, c'est pas fait pour moi. L'entrepreneuriat, pour moi, c'est une histoire d'état d'esprit. Il y a des personnes qui sont faites pour avoir un emploi très stable, faire toujours la même chose. Il y a des gens qui sont à l'aise avec le fait de faire tous les jours la même chose. Ouais.
euh, d'avoir des horaires qui sont fixes. Et ça se comprend, la personnalité correspond. Puis il y a des personnes Comme pour toi. qui tous les jours doivent être, ouais, moi tous les jours doivent être Différent. différents. Tous les jours doivent être différents. Mais à côté de ça, tu peux pas demander d'avoir une stabilité, d'avoir quelque chose de classique si t'aimes le piment. Moi j'appelle ça le piment. Ouais, le challenge. Voilà, le challenge. Donc, mais tous les jours, t'as des merdes à gérer. Est-ce que tu pourrais nous parler de la dernière? Bah, je sais pas, peut-être pas la dernière, mais régulièrement, Ouais. c'est des clients qui payent pas. C'est vrai? Hmm. Et donc, Un matin, c'est- t'arrives, t'as pas le chauffage dans tes locaux. T'as un retard de je sais pas quoi. L'année dernière, j'ai une période un peu difficile parce que donc, pour Calliope, j'avais mon audit de renouvellement. Ok. Donc, qui est toujours un moment, c'est pas les moments les plus agréables à passer, parce que t'as un auditeur. Alors, les auditeurs et les auditrices, en général, sont plutôt compréhensifs et bienveillants. Mais tu vois, tu es quand même évalué sur ce que tu fais, donc voilà, ça demande du temps. Et puis derrière, j'ai eu un contrôle. Un contrôle des OPCO. C'est un contrôle qualité. Les OPCO, Ok. donc c'est les financeurs de formation, sur les dossiers 2023. Donc tu reçois un mail un lundi matin qui te dit, voilà, on va venir vous contrôler sur les dossiers 2023. Alors au début, je me dis, bah tiens, c'est peut-être un fake. Et en fait, non, dans la journée, tu as un coup de téléphone. Ouais, est-ce que vous avez bien reçu le mail? Je dis, mais moi, j'étais pas sûr que c'était. Non, mais c'est bien vrai. On vient vous contrôler. Mais pourquoi vous me contrôlez moi? Ben, c'est un échantillonnage. Aléatoire. On tire au sort. Donc derrière, bah, tu passes 15 jours à te dire, tu fais les choses correctement, mais malgré tout, tu vois, tu as quelqu'un qui vient te contrôler, il n'y a personne qui vient te contrôler. Mais les difficultés, les échecs, tu les rencontres tout le temps. Et c'est ce qui est difficile dans l'entrepreneuriat, c'est un moment de réussir à rester sur quelque chose de mentalement, d'être toujours au même niveau. Ouais. Parce que tu as un échec, tu as 2-3 clients avec qui ça se passe mal, tu plonges, et à l'inverse, tu as 2-3 appels de gens qui disent je veux un devis, tu deviens euphorique. Ouais. Et c'est ces changements-là, en fait, qui créent la difficulté, je trouve. Et donc, comment on Faut essayer devrait de- réagir? Toujours relativiser Neutre. en disant voilà, voilà, neutre, relativiser. Certes, si tu as 2-3 échecs de suite sur la même chose, c'est de dire maintenant qu'est-ce que je mets en place pour que ça se reproduise plus, Ok. pour que ça se reproduise moins souvent. Tu vois, d'y aller étape par étape, sans se mettre trop de pression. Et puis à l'inverse, tiens, ça se passe bien, attends, je vais pas commencer à faire n'importe quoi, je vais malgré tout bien gérer mon temps, il faut que je m'assure que ces nouveaux clients, je puisse les satisfaire, et ainsi de suite. Ok. Donc là, on a parlé des difficultés. Mm. On va parler maintenant des réussites. Est-ce que pour toi, tu as réussi? Côté entrepreneurial, dans la vie de tous les jours, est-ce que pour toi, tu as atteint la réussite? Après, la réussite, elle est distincte à différentes personnes. Oui, la réussite, elle est à différents niveau. échelles. Est-ce que, ouais, c'est difficile à dire la réussite. Tu as plusieurs niveaux de réussite. Je suis content déjà d'être Entrepreneur. l'homme que je suis déjà, tu vois, mais humainement, Ok. quoi, de dire j'ai des relations avec les gens, plutôt une bonne image. C'est déjà une forme de réussite d'avoir une famille, voilà, réussi à développer un projet d'avoir atteint une étape dans le développement d'un projet. Mm. Je suis content aussi. Donc, on va dire que globalement, on va dire qu'il y a une réussite. Après, tu es entrepreneur, hein, tu développes pas un truc pour te dire tiens, j'ai atteint une étape, et c'est très bien, Non, tu te dis maintenant, c'est quoi la prochaine étape? On a envie de découvrir, d'avoir un autre challenge, de découvrir autre chose. Ok. D'accord. Maintenant, j'aimerais savoir qui sont les personnes qui t'inspirent. Ou sinon, aujourd'hui, le matin, pourquoi tu te lèves? Tu te lèves bien pour quelque chose? Tout le monde se lève Moi, pour quelque chose. je me rends compte que j'aime travailler. Ok. Je suis content de venir travailler. Tu vois, c'est un des atouts peut-être dans l'entrepreneuriat, c'est que autant parfois quand tu es salarié, tu as des jours où c'est compliqué d'y aller, autant là, moi je suis tout le temps content de travailler. C'est pas que je me limite, tu vois, mais à un moment, maintenant, j'essaye de faire en sorte que le week-end, je travaille pas, qu'une fois parti d'ici, j'ouvre pas trop l'ordinateur, je regarde pas trop les mails. Mais déjà, je suis content de travailler. Tu travailles beaucoup par semaine en termes de volume. Là, moi, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Si tu penses être entrepreneur et compter tes heures, mais tu vas, Ouais, ça se compte pas. ça veut dire que tu vois le mur et tu cours dedans. Ouais. Il y a une tendance sur Internet, moi, je vais vous vendre une formation, même quand vous dormez, vous vendez, mais pour arriver à un certain niveau. Tu vois, là, tout le monde veut être footballeur professionnel, c'est 1 sur 5000, un pratiquant sur 5000. 1 sur 5000? 1 sur 5000. Et encore, la plupart, quand ils finissent leur carrière, ils finissent sans un rond. Ok. Enfin, il y en a la moitié, je crois, la stat, c'est la moitié.
Les influenceurs, tu as plein de gens qui disent ouais, je veux être influenceur parce que c'est un métier où tu es tranquille, tu es au bord d'une piscine. Mais les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est d'être influenceur. Influenceur, tu bosses énormément. C'est vrai? Tu bosses de 8h à 22h. Bah, tous les jours, faut que tu trouves des idées de tourner des vidéos. Ok. Faut que tu répondes aux commentaires. Faut que tu rencontres les gens, tes partenaires. Et puis surtout, avant d'avoir une communauté, il s'est peut-être passé 2 ans. Bien Et sûr. combien il y en a sur cette période-là qui a dit allez, c'est bon, j'arrête, Ils ça marche abandonnent. pas. Donc, Donc, il y a tous que- les métiers, ouais. enfin, sauf si tu as la chance d'avoir des parents qui te disent tiens, prends 100 000 et amuse-toi avec, pour réussir, tu es obligé à un moment de beaucoup travailler. Je vois pas comment c'est possible en fait. Donc là aussi, on t'explique oui, mais grâce à l'IA, aujourd'hui, en bossant 5 minutes par jour, non, à un moment. Alors, peut-être qu'à un moment, tu arrives à un certain stade où tu as des employés. Et donc, toi, tu peux bosser moins. Mais tu es forcément à un moment de faire cet effort-là pour atteindre le niveau qui te permette ensuite de déléguer et d'être moins présent, on va dire. Ok. Et tu es obligé de beaucoup travailler. Enfin, je vois pas comment c'est possible sinon. Et surtout, il faut avoir un travail qu'on aime. Moi, j'aime bien le relationnel et je sais que je prends du plaisir à rencontrer des personnes, que ce soit en formation ou même dans le cas des démarches commerciales. Tu vois, tu échanges avec les gens, tu apprends à les connaître. Moi, c'est ce qui me plaît. Donc, c'est aussi là-dessus Ok. que c'est positif. Quelles sont tes valeurs, toi, Mohamed? Imaginons que demain, je parle avec une personne et on parle de toi et Oula. on évoque tes valeurs. Ça, dé- Comment ça- on pourrait parler ça de dépend toi? si c'est quelqu'un qui jouait ou qui jouait pas avec moi. Si C'est c'est quelqu'un qui vrai? jouait pas, il va te dire que. Au foot? Parce qu'il faudrait qu'on mentionne aussi que aujourd'hui, tu es entraîneur, Oui, bah, ça Donc, fait Adervo. 20 ans Donc, que j'entraîne. que tu entraînes, donc ça Ouais. fait 20 ans qu'il entraîne au foot. Mm. Et donc, ça dépend si on parle Ça- d'une bah, personne ça- qui a joué voilà. avec toi. Après, bon, t'as des gens qui arrivent. Je sais pas, moi, mais voilà, c'est ce que j'essaie d'être juste D'accord. au quotidien. J'essaye tu vois, quand on vient me poser des questions, partager mon expérience, de dire ce que je pense, d'être le plus juste possible, ni de faire rêver. Ouais. Et c'est la même chose avec mes clients. Je leur dis pas, ouais, mais super, les appels d'offres, vous allez voir, on va gagner. Non, je leur dis, attention, Ah, t'es réaliste, on se lance dans un truc, ça demande du travail. bien sûr. Moi, je vous garantis aucun résultat. J'aime pas mentir. Je peux pas vous garantir des résultats. Faut qu'on étudie le domaine, faut qu'on teste des choses, faut qu'on ait une stratégie. Ça va s'affiner, ça va adapter. Moi, ce que je peux vous garantir, c'est qu'à partir du moment où je suis avec vous, je suis à fond. Tu vois, ça fait partie des valeurs. C'est que moi, Donc, c'est la bien ça. satisfaction client, elle est importante. Le client qui paye une certaine somme pour que tu l'accompagnes, j'estime que par rapport à cette somme-là, faut qu'on soit à fond. C'est sûr. Je peux rien garantir en termes de résultats, mais je peux apporter une garantie en termes de moyens. Ok. Moi, j'aime bien partager, j'aime bien, tu vois, quand tu m'envoies un message, bah, si je peux parler un peu de ce que j'ai fait et que ça puisse être utile, bah, tant mieux. Là, je suis un peu dans l'idée aussi de développer une équipe et Ok. dans un cadre où on partage, où on est content de venir travailler, où on est. C'est-à-dire, tu pourrais nous en parler un peu? Bah, te lever le matin avec la boule au ventre, tu dis, c'est un peu, Ouais. c'est un peu lourd. Là, on se retrouve dans des locaux, tu vois, c'est assez sympa. Bien sûr. Quand il a fallu acheter les bureaux, bah, j'ai demandé l'avis. Il me dit, ouais, ce serait bien qu'on ait des bureaux assis debout. Bah, ok, donc à la fois en termes de conditions matérielles, être à l'aise, et à côté de ça, mentalement, se dire, tiens, je suis content de venir bosser, je suis content de le voir, je suis content de l'équipe avec qui je suis, je suis content parce que je développe mes compétences, qu'à travers mon travail, je sens que j'évolue, que je fais des. Alors, dans tous les métiers, il y a des choses qu'on aime bien faire et des choses qu'on aime moins bien faire, mais voilà, que malgré tout, je me dis, voilà, je suis content d'aller au travail. Et j'essaye de développer aujourd'hui l'entreprise dans laquelle j'aurais aimé bosser. Moi, quand je reçois des personnes en entretien, alors pour le moment, c'est des stages alternance, mais faut qu'on ait une première discussion où il faut que je sache si moi j'ai envie de travailler avec vous, mais Ok. aussi si vous avez envie de travailler avec moi. Bien sûr. Parce que si je vous reviens pas, si on partage pas la même chose, si vous dites ce mec-là il est lourd, bah, vaut mieux qu'on le sache dès le départ et on n'est pas fait pour travailler ensemble. C'est vrai. Et donc maintenant, on a parlé de l'entrepreneuriat, mais on va parler ce qui est en dehors. Donc, on a parlé du sport. Mm. Qu'est-ce que t'aimes? Est-ce qu'il y a des sports que t'aimes plus que d'autres? À part le sport, est-ce que tu fais d'autres choses? Est-ce que tu peux nous en parler? Bah, moi, je suis grand passionné de foot, pratiquer Ok. le foot, entraîneur de foot aussi. Je pense que donc pendant un moment, j'ai travaillé seul, que ce soit même quand je faisais du conseil à la création d'entreprise ou quand j'étais formateur sur les logiciels de gestion, tu passes beaucoup de temps seul. Donc Bien sûr. le foot, je pense que pour moi, c'est un équilibre justement de faire des choses en équipe. Comme je disais, j'aime transmettre, donc assez naturellement, je suis allé vers les formations d'entraîneur. Et ces formations-là, elles m'ont aidé aussi au travail. Parce que je suis formateur dans mon travail, Ouais.
position de formateur aussi au foot. Et donc, je prends un peu les bonnes expériences de l'un pour les appliquer à l'autre et inversement. Il y a un truc que j'aime bien au foot, c'est toute la partie stratégie, mais c'est comme en entreprise en fait. La partie tactique, la partie stratégie, j'aime beaucoup ça. Et donc, le foot, c'est l'occasion de pouvoir vivre avec d'autres personnes des réussites chaque week-end. Mais la tendance sur mes dernières expériences, c'est que t'as pas forcément en face des gens qui ont la même gamberge. Alors maintenant, je me rends compte que pour certains de mes joueurs, je suis 2 fois plus vieux qu'eux. Toi, t'es né dans les années 80, il y en a qui sont nés dans les années 2000. Forcément, le monde a évolué. Bien sûr. Je dis pas que c'est mieux ou que c'est moins bien. Je dis parfois, on se retrouve pas sur les mêmes choses. Et là aussi, tu leur dis, mais le foot doit vous servir professionnellement. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les valeurs que tu développes Ouais. au foot, si tu t'entraînes pas la semaine, le week-end, t'es bidon. Ok, Dans la vie, c'est la même chose. À un moment, si tu veux obtenir un résultat, il faut que tu fasses des efforts. c'est vrai. Au foot, si personne te supporte, tu développes rien et au bout d'un moment, ton réseau au niveau du foot, il s'est refermé. Donc c'est la même chose dans la vie. Comment je développe ça? Moi, mes premiers clients, je les ai trouvés grâce au foot. Ah ouais? Les premiers clients que j'ai eus sur les appels d'offres, c'est des gens que j'ai connus grâce au foot. Parce que tu les as coachés? Non, t'as c'est joué que avec eux? par relation, c'est tiens, un tel, tu vois, on voit que sur Facebook, tu t'occupes des appels d'offres, il y a un tel qui te dit tiens, je t'appelle de un tel, tu as joué contre lui le week-end dernier. Ok. Donc le mec il était adversaire. Mais si tu t'es comporté comme une pourriture le week-end, il n'y a personne qui te recommande. Ah bah oui. Si tu as une bonne image, à l'inverse, tu as plus de chances d'être recommandé. Donc voilà, le foot, c'est censé être un complément et un équilibre avec l'entrepreneuriat. Et je pense que les domaines se servent l'un l'autre. Ok. Maintenant, j'aimerais savoir une dernière chose. C'est quoi le meilleur conseil que tu as pu recevoir? Récemment, où on m'a dit, justement, là, moi, j'arrive sur une phase où j'ai eu un développement qui est intéressant, que pour travailler seul aujourd'hui, c'est plus possible. Et comme beaucoup d'entrepreneurs, j'ai la difficulté de déléguer, parce que quand tu as tout construit toi-même, et à un moment, ça veut dire que il y a certaines choses que tu ne vas plus faire, et il faut que tu trouves des personnes pour le faire à ta place. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Et donc, j'ai plusieurs personnes qui m'ont amené à accepter cette situation, à m'expliquer que c'était normal d'avoir des freins là-dessus, c'est normal de penser que c'était compliqué, mais que ça se faisait. Et je les remercie puisque je suis en train de réussir à déléguer certaines tâches pour que je me concentre sur d'autres tâches et puis que je puisse développer d'autres projets. Et donc là, j'aimerais savoir, imaginons qu'il y a une personne de 20 ans derrière la caméra qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat, qui veut créer une entreprise. Quels seraient tes conseils pour lui? Déjà, je pense que tant que t'as pas d'obligation familiale, c'est le bon moment pour. Enfin, vaut mieux se lancer tant que tu les as pas les obligations familiales, Ok. parce que demain, tu es seul, tu es chez tes parents. Si un mois tu gagnes pas d'argent, c'est moins grave que si à la maison on attend que tu reviennes avec les bouteilles de lait et avec les paquets de pâtes. Donc déjà, c'est de démarrer tôt, c'est de rencontrer des gens, partager, essayer de suivre un peu les conseils des personnes Ok. qui sont passées par ces étapes-là. Pas forcément pour avoir des conseils très concrets, mais ça rassure de se dire tiens, oui, je suis passé par là, j'ai eu des difficultés, mais tu vas les avoir. Mais faut pas s'arrêter à la difficulté. Tu peux surmonter, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Tu peux éventuellement être mis en relation, etc. Et voilà, moi, c'est un peu ce que je regrette de ne pas avoir eu, c'est-à-dire des personnes qui étaient un peu des modèles et qui m'auraient permis d'aller là-dessus. Moi, dans ma famille, les gens comprennent pas pourquoi je suis entrepreneur. Mais C'est pourquoi vrai? tu bosses autant? Pourquoi tu prends pas un poste de prof? T'es tranquille, t'as tes horaires, t'as tes vacances, machin. Mais en termes de personnalité, j'y arriverai pas. Donc voilà, pour quelqu'un d'attendre, faut tester. Il y a un truc qui est génial en France, c'est le statut auto-entrepreneur. C'est-à-dire que tu peux tester une activité en conditions réelles, sans qu'il y ait un risque. C'est-à-dire que tu vas payer des charges que par rapport au chiffre d'affaires que tu auras généré. Et c'est un excellent moyen justement de tester un projet. Ok. Donc voilà, tester, se lancer quand on est jeune, je pense que c'est mieux. Et puis essayer de rencontrer un maximum de personnes, d'échanger. Faut pas avoir peur d'écrire aux gens en disant voilà, est-ce qu'on peut avoir 15-20 minutes ensemble, expliquer ci, ça, est-ce que vous pouvez m'aider sur ce point, participer à des événements, tout ça. Faut vraiment se mettre dans l'état d'esprit comme disent les Américains, ils disent fake it until you make it. C'est vrai. C'est-à-dire dire, bon, mon état d'esprit, je le mets en mode, je suis un entrepreneur parmi d'autres,
Donc, dès le départ, je me lance dessus, je rencontre des gens, je fais le nécessaire, je teste mon idée auprès du marché, je la propose à des personnes, et petit à petit, je la corrige, je l'affine pour arriver au résultat final. Est-ce que tu aurais un mot de fin pour résumer un peu tout ce qu'on vient d'aborder? Pour être une bonne personne, un bon entrepreneur? Ouais, bah là, voilà, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est une question de personnalité. C'est pas le monde merveilleux, c'est pas non plus le bagne. Que ça vaut le coup quand on recherche une certaine liberté, mais que la liberté, on l'a pas dès le départ. Et que bah, aujourd'hui en ligne, il y a tout un tas de ressources et qu'il faut les exploiter au maximum. Il y a tout ce qu'il faut sur Internet. Bon, après, il y a du bon et du moins bon, hein. Il y a des personnes que je conseille pas forcément d'écouter, Ok. notamment dans la case mythomane de l'entrepreneuriat. C'est vrai, il y en a beaucoup? Ouais, je sais qu'il y a un profil aujourd'hui qui plaît beaucoup aux jeunes, un mec qui dit tout et n'importe quoi, et que voilà. Et moi, c'est plus en termes de valeur que je supporte pas parce que c'est quelqu'un qui tire sur sa communauté. Il dit, ouais, chaque fois que j'ai un problème, c'est avec les rebeux. Je trouve ça totalement ridicule. Tu fais du buzz sur un truc qui n'en est pas. Non, par contre, à l'inverse, il y a tout un tas de personnes qui peuvent apporter des conseils intéressants. Voilà, que quand on veut entreprendre, quand on veut se lancer, mais même quand on est étudiant et qu'on va accéder à des bons postes, faut pas se contenter que de ce qu'on apprend à l'école et qu'à côté de ça, la ressource, elle est disponible. Donc, il faut apprendre, tester, rencontrer et c'est comme ça qu'on évolue. Ok. Ben, je tiens à te remercier pour cette interview Eh ben, de rien. qui a été bien magnifique. Donc l'interview touche à sa fin. On peut retrouver Monsieur Mohamed Hadi sur tous les réseaux sociaux. Oui. Donc LinkedIn, Instagram. Instagram, Facebook, YouTube, la chaîne YouTube, il faut s'abonner. Ok. Il faut s'abonner sur sa chaîne YouTube. Le nom de la chaîne YouTube c'est Mohamed de Akonia. Mohamed de Akonia. Sur les réseaux sociaux, la même chose. Pas tous, mais globalement, c'est ça. Mohamed de Akonia. TikTok aussi. Donc, TikTok qui est un super levier de développement. Ok. Et ben donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à la prochaine.